Les Clés de la Ville, en direct de Brest, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hiro et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et oui, nous sommes à Brest. On a beaucoup de chance puisque le temps est tout à fait clément. Aujourd'hui, on est ravis d'être avec vous dans notre Tour de France, accompagné de mon fidèle complice pour ce début d'année. Bonne année à tous et à toutes et à tous. Ravis d'être avec vous. Salut Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Ça va Olivier ? Ça va très bien, merci Sylvain, merci à tous d'être présents. 4e rendez-vous de la saison 2 des Clés de la Ville, émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle tous les mois. On se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse, décrypter en fait les tendances, dévoiler des projets et puis livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et puis des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Dijon, après Rennes, après Deauville pour la saison 2 avec les maires François Rebsamen, Nathalie Appéré et Philippe Augier, eh bien nous sommes à Brest. Et au sommaire de l'émission, on est très heureux d'avoir notre grand témoin, François Cuilliandre. Bonjour. Bonjour. Maire de Brest depuis 2001. 2001. Eh oui, ça fait un peu plus de 20 ans. Incroyable. Et bravo François à vous. Rebsamen aussi. Hein, donc oui, absolument. Et Nathalie, absolument, ça fait une belle longévité, on en parlera justement. Président de Brest Métropole, qu'on a le plaisir d'avoir dans l'émission. Et puis on parlera bien sûr, alors immobilier avec Malik Sider, dirigeant de Guy Hockey, l'immobilier Brest, président de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat, avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Du logement neuf, de la maison neuve, il en sera question avec Alban Boyer, directeur général du groupe Trécobat, pour la rubrique Arkea Parlons Territoire. La rénovation à l'honneur avec Fabienne Lissac pour Hiro. Et puis on aura le plaisir d'avoir Thierry Medec de Stéphane Plaza Immobilier qui interviendra pour le compte d'Opinion System pour vos avis comptes. Voilà, comme toujours des reportages aussi sur l'histoire et les nouveautés à Brest avec la découverte de lieux qui mêlent le patrimoine, l'architecture et la culture. Bref, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Brest, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. Alors, si on veut parler de la ville de Brest, on peut dire que les prix ont augmenté, vous savez, de l'immobilier notamment, et le logement, c'est un vrai sujet dans notre pays, en France, en 2021. Mais c'est surtout la façade atlantique qui est championne de la hausse des tarifs, car elle a été plébiscitée. Les Français se sont rués littéralement sur Brest. Et oui, cette cité maritime est nichée dans l'une des plus belles rades de France. Deuxième ville administrative de Bretagne, Brest gagne à être connue. Ville étudiante et premier pôle d'emploi du Finistère, Brest est une agglomération très dynamique avec une large population de locataires. Aux côtés de la base militaire qui constitue son socle et son histoire, le littoral brestois déploie ses activités marines qui balaient le passé et le futur, de la réparation navale à Océanopolis, du port de commerce aux technologies éoliennes, et on en oublierait presque qu'une ville existe au-dessus du port. Cette fameuse base militaire créée en 1631 par décision royale représente 200 hectares, 35 km de route, 60 navires et près de 19 000 personnes en comptant les effectifs du bassin brestois et ceux de l'île Longue. Base des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins en rade de Brest. Une ville dans la ville, la vocation, accueillir, ravitailler et entretenir les bateaux de surface et les sous-marins nucléaires. Mais Brest accueille plus les Parisiens en mal d'air que pour les sous-marins désormais, puisqu'ils ont le choix des armes, le quartier Siam, qui compte quasi exclusivement des immeubles datant de la reconstruction, le quartier Bellevue, sorti de terre dans les années 60-70. C'est un concentré de grandes copropriétés qu'on appelle horizontales ou verticales. Plus rares, les belles bâtisses bourgeoises des années 20 et 30 s'arrachent et valent au minimum
400 000 € quand elles sont notamment à rénover. Même prix élevé pour les grandes maisons modernes de caractère dans les secteurs huppés de l'est de la ville ou à l'ouest, proche de la mer. Dernièrement, l'une d'entre elles, datant de 2019, s'est négociée 870 000 € pour 220 mètres carrés habitables au Relecq-Quéruon. Après le premier tramway qui traverse la ligne d'est en ouest, une deuxième ligne devrait voir le jour d'ici 2026. Car ici, le mouvement fait loi. D'ailleurs, on a un maire emblématique dont on peut dire qu'il est maire bâtisseur. Comme une référence aux grands voyages, notamment d'exploration, s'illustre au départ de Brest, Bougainville, Kerguelen, La Pérouse. Les Parisiens ont débarqué en masse. On va en parler un peu aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, Brest sait défendre son authenticité. Je vous propose, monsieur le maire, on a tourné un très joli reportage avec Baptiste Plouchard et Fabienne Lissac. Je vous propose qu'on fasse la découverte de votre ville en images. À l'Antiquité, la naissance de Brest correspond à la construction sur le site du château actuel d'un camp fortifié romain. En 1593, Henri IV accorde à Brest le titre de ville comme récompense pour sa fidélité pendant les guerres de la Ligue qui oppose catholiques et protestants. Idéalement situé pour la surveillance des côtes, avec une rade qui offre un abri isolé pour les navires, Brest inspire Richelieu. Ici, nous sommes à Recouvrance, au cœur du vieux Recouvrance qui n'existe plus, mais la partie qui a été le plus rudement sinistrée, c'est la rive gauche, donc que nous avons en face de nous, où là, il ne reste que 7 immeubles de l'ancienne ville. Elle a été bombardée régulièrement à partir de 1940, déclarée sinistrée en 1943. Au cœur de la ville, la rue de Siam a bien changé. Dans une cité détruite à 90% par les bombardements, même au napalm, la reconstruction s'est poursuivie jusque dans les années 80. Artère centrale joliment piétonnisée, revisitée par le tramway. Elle n'a plus rien de cette rue de Marin qui venait en 1900 y faire leur persil. C'est l'une des principales rues commerçantes de Brest avec la rue Jean Jaurès. L'habitat public est important parce qu'on est une ville populaire et qui veut rester populaire. Et on voit qu'il y a des inquiétudes de la part des Brestois et des Brestoises, notamment des étudiants qui ne trouvent pas de logement du fait de la montée des loyers et du foncier. Et je pense que l'habitat public est une des réponses qui pourrait faire que les Brestois puissent continuer à vivre à Brest et travailler. Entre-temps, Brest s'est forgé une personnalité de rebelle. Les 4 années d'occupation liées à son importance stratégique ont été dures. La bataille de l'Atlantique a opposé les Allemands aux Anglais, puis aux Américains. La Kriegsmarine a trouvé avec la ville une base navale d'importance capitale. Eh bien, c'est le général de Gaulle lui-même en 1960 qui a remis la médaille de la résistance à la ville. Tel un phénix, Brest a su renaître de ses cendres. Ville palimpseste où se côtoient modernisme, néoclassicisme, art nouveau, art déco, en grande partie détruite. Elle a su se réinventer. C'est ce qui lui a valu d'obtenir le label Ville d'art et d'histoire. Les Capucins, c'est ici ce que vous pouvez voir derrière moi. C'est d'abord un lieu de culture ouvrière, quoi. Ça a été d'abord des ateliers de la construction navale, quoi. Et ça, c'est important pour les Brestois parce que c'est l'histoire de Brest. Et donc la culture, elle est issue de cette culture qu'on nomme culture populaire. Pour relier la rive droite à la rive gauche, prenez le téléphérique. C'est le premier téléphérique urbain de France. La particularité, les nacelles, elles ne se croisent pas. Elles passent l'une au-dessus de l'autre et symbolisent le caractère trempé breton. Il fonctionne même avec des vents de 110 km à l'heure. Alors cela donne une vue imprenable quand il fait beau sur la rade et puis ça vous permet de vous rapprocher de la place de la Liberté. Liberté, un mot qui va si bien à Brest. Super. Merci. Applaudissements pour Fabienne Lissac et réalisé par l'excellent Baptiste Plouchard qui est à la régie. François Quillandre,
quelques réactions sur ces images. On a l'impression, pour tout vous dire, nous qui voyageons un peu partout sur le territoire, qu'on a une image parfois un peu erronée, un peu archétypique, parfois même un peu déplacée de Brest. Et je vous le dis, parce que je suis le premier coupable, j'ai découvert une ville... Ah, c'est vous? J'ai Ouais, découvert une ville extraordinaire et ça nous a fait beaucoup de bien. Oui, je crois que vous avez raison. Je vais quand même rectifier une inexactitude que vous avez prononcée. Vous avez dit la rade de Brest est une des plus belles rades de France. Je conteste totalement cette affirmation. C'est la plus belle rade, et pas que de France. Voilà, donc du monde. Voilà, je crois que les Brestoises et les Brestois seront d'accord avec moi. Après, votre reportage, effectivement, est extraordinaire. Il montre la transformation formidable de cette ville depuis une trentaine d'années. C'est vrai que les Brestoises et les Brestois ne s'en rendent pas compte, un peu comme André Malraux disait, pour parler du bocal, mieux vaut ne pas être poisson rouge. Et donc, les Brestois sont poisson rouge et ils ne voient pas que le bocal a complètement changé. Vous avez présenté le plateau des Capucins, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais le port du château, nous y sommes, qui s'est complètement transformé. Vous revenez 15 ans en arrière, il y avait 3 vieux rafiaux de la Marine nationale qui malheureusement symbolisaient l'état de la marine, qui servait de brise-lames à un port de plaisance qui n'en était pas un, avec une zone qui était zone militaire, zone interdite. Là où nous sommes a été reconstruit complètement. Le port a été réaménagé. Et puis les quais également, voilà. Donc, et puis ça n'est pas terminé, hein, vous voyez le bâtiment qui est en train de se construire. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans, justement, si vous deviez... Ce qui a le plus changé, à mes yeux, en 20 ans, c'est l'image que les Brestois, bien sûr, mais aussi les Français font de cette ville. Vous avez raison, hein, pour le commun des mortels, Brest, tout le monde sait où c'est. Hein. C'est Quand vous mettez la télévision le soir, c'est l'endroit où il y a perpétuellement un nuage noir. Exactement. Lorsque vous regardez la météo. Allez, j'ai tendance à pousser le bouchon, mais c'est normal. Non, mais on s'est même amusé à questionner les personnes et on leur a posé la question en leur disant, et effectivement, les préjugés ont parfois la vie dure. On leur a dit, mais alors, si on vous parle de Brest, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, les premières idées à l'esprit? Gris. Voilà, grise, pluvieux, et une ville qui n'est pas très jolie, parce qu'une ville détruite après-guerre, en fait, elle a souffert. On voit que Brest a souffert de cette image de ville d'après-guerre qui s'est reconstruite. Oui, ville détruite, alors pas l'intégralité, hein. Le centre-ville a été détruit à 80-90%. Il reste, comme ça a été dit, quelques bâtiments historiques qui nous font plaisir. Mais il reste, au-delà de ces quelques immeubles qui ont été cités, il reste le château. Et il reste les Capucins. Hein. Ouais. Vous connaissez la fameuse phrase du poème Barbara de Jacques Prévert, Brest dont il ne restait rien. Bah si, il reste quand même quelques ouvrages exceptionnels et emblématiques. Le château préfecture maritime, bien entendu, qui est au-dessus de nous. Et puis les Capucins, hein, qui a été réaménagé totalement, mais je crois qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Mais pour moi, le port du château, c'est aussi la reconquête du port par Brest. On dit toujours Brest, une ville qui tourne le dos à la mer, ça n'est pas vrai. On va en reparler tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble, monsieur le maire. Et justement, depuis 2 ans, on observe, puisqu'on a étudié le rapport démographique de la ville, et vous allez forcément, bien évidemment, confirmer ces tendances, qui étaient très positives d'ailleurs pour la ville. Elle regagne de la population. C'était pas arrivé depuis 1975. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se passe l'arrivée de cette nouvelle population qui donne une courbe démographique positive? Est-ce que vous craignez, par exemple, vous en tant que premier élu de la ville, que ce mouvement ne soit pas durable? Et enfin, est-ce que les Parisiens, finalement, concourent-ils aujourd'hui à, quelque part, quelque chose qui est un vrai sujet, et d'ailleurs avec Olivier, on en parle beaucoup, qui est une augmentation, bien sûr, des prix au mètre carré? Alors, monsieur le maire, vous posez plusieurs questions en une seule. Première question, je pense qu'il ne faut pas, sur la population et la perte de population de la ville de Brest, il faut raisonner de manière plus globale. Le territoire de la ville de Brest, sa superficie est très petite. Oui.
Voilà. Et donc, on sort très rapidement des limites géographiques de la ville de Brest. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la communauté urbaine de Brest a été créée de manière volontariste. Vous voulez dire qu'il n'y a pas vraiment de banlieue autour de Brest, en Non. fait. Oui. Non, si, il y a la banlieue, mais c'est d'autres communes qui forment d'ailleurs en partie la communauté urbaine de Brest, 8 communes. Communauté urbaine créée de manière volontariste en 1974. Et sur l'agglo, combien d'habitants sur les 8 communes avec la métropole ? C'est 220 000 à peu près, donc on est effectivement une petite métropole. Mais je crois qu'il faut raisonner au-delà. C'est le bassin d'emploi et ce qu'on appelle ici le pays de Brest. Le pays de Brest, c'est 400 000 habitants. Et c'est vrai que Brest, à un moment donné de son histoire, a perdu de la population parce que, pour être un peu rapide, les Bretons aiment beaucoup la petite maison individuelle et c'est plus facile de la construire. Ça coûte d'ailleurs moins cher de la construire en troisième couronne, c'est-à-dire en dehors non seulement de la ville, mais de la métropole, de construire ailleurs. Et parfois, la population revient à passer à un certain âge ou lorsque les conditions de la vie, la décohabitation se fait, eh bien, ils reviennent à Brest. Voilà. Mais justement, par rapport à la population, entre la population étudiante, je crois qu'il progresse beaucoup. L'Université Bretagne occidentale, aujourd'hui, plus de 25 000 étudiants à peu près. 25 000. Combien d'étudiants ? L'université fait 24 000 étudiants, mais il doit y avoir, à mon avis, 2 000 sur Quimper et quelques centaines sur Morlaix. Mais après, il y a toutes les grandes écoles. Oui, et puis si on ajoute... on doit dépasser les 30 000 habitants. Les 30 000 et si on ajoute, donc il y a cette population étudiante, si on ajoute la population à maintenir, les nouveaux arrivants, je crois qu'ils sont de l'ordre de 800 à peu près par an, est-ce qu'on peut loger tout le monde déjà ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques ? Il y a toujours des besoins spécifiques. Vous avez évoqué la question des étudiants qui a été un problème majeur de la rentrée universitaire 2021. Mais après, il faut accueillir effectivement des populations nouvelles. On estime à Brest, sur la métropole de Brest, qu'il faut à peu près 1300 logements par an supplémentaires pour conserver notre population. Mais ce n'est pas spécifique à Brest, parce qu'il y a moins d'habitants par appartement. Voilà, la réponse est là. Les divorces et des cohabitations en sont en partie à l'origine. Il n'y a pas uniquement le facteur démographique, il y a aussi la recomposition des besoins, bien sûr. Mais après, il faut accueillir des populations nouvelles, et c'est un combat permanent que nous menons d'ailleurs avec... L'avenue des Parisiens, est-ce qu'elle a impacté la ville ? Parce que dans les recherches que nous avons faites, oui et non, on est à plus de 40% dans les choix qui sont faits dans votre région. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un challenger aujourd'hui. Oui, vraiment. tout à fait, oui. Ouais, c'est énorme. Avec des conséquences que les professionnels de l'immobilier connaissent mieux que moi. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques prix qui explosent. Ouais. C'est effectivement une problématique majeure, mais pas simplement à Brest, c'est aussi sur tout le territoire. Mais comment vous le vivez, ça ? Parce qu'en faisant ce tour de France avec Sylvain, les maires répondent différemment. Il y a ceux qui disent finalement les prix augmentent tellement, ça prouve aussi le dynamisme économique, l'attractivité, donc ça met en lumière la ville. Et d'autres qui disent oui, mais localement, ça ne va plus être tenable. C'est très difficile. Ça va être tenable, mais ça fait même partir des populations natives qui n'arrivent plus à se loger en centre-ville. Il y a les deux éléments de réponse dans votre question. C'est une richesse, bien entendu, pour nous. Lorsque nous avons obtenu du Premier ministre le transfert à Brest du siège national d'Ifremer, ça a fait venir des populations parisiennes. Non, considérables, non. Non, mais en termes d'impact d'image, on en a beaucoup parlé. Oui, bien sûr, oui. Mais ça fait venir ce que vous appelez des Parisiens supplémentaires. Donc il faut effectivement les accueillir. Après, il faut aussi pouvoir accueillir les jeunes ou moins jeunes qui souhaitent rester habités dans notre agglomération, d'où la nécessité de jouer sur plusieurs claviers, l'un étant le logement social. Je préside l'office HLM. Brest Métropole Habitat, on a 19 000 logements approximativement, pas tous d'ailleurs sur l'agglomération brestoise, mais c'est un des éléments de réponse. Alors, vous avez mis en place un certain nombre de choses. On a posé aussi la question, en faisant un petit sondage pour savoir qui vous étiez, qu'on vous découvre, on a posé la question sur savoir est-ce que le maire de Brest est un maire bâtisseur ? Est-ce que vous, monsieur le maire, vous considérez
comme un maire bâtisseur. Vous savez, connaissez le vieil adage, hein, maire bâtisseur, maire vaincu. Vous avez déjoué tous les pronostics électoraux, vous le savez déjà. On ne va pas entrer dans le détail, mais depuis, donc c'est votre 4e mandat, hein, je crois. Oui, tout à fait. 4e mandat, un peu à l'instar de François Rebsamen d'ailleurs, hein, il y a quelques similitudes, permettez-moi. C'est un bon ami. Entre vous deux. Des similitudes d'ailleurs même dans votre personnalité, parce que François Cuillard, quand on parle de vous, on parle de quelqu'un qui parle vrai, qui parle franc. Quelque part, non mais presque, c'est pas anodin. Vous n'avez pas exactement le langage politique habituel, on va dire. Vous êtes accessible, vous êtes très sociable, vous êtes très empathique, mais surtout vous construisez. Est-ce que vous acceptez cet augure du fait qu'on dise de vous que vous construisez? Alors, vos opposants disent que vous construisez trop, bien évidemment, mais voilà, est-ce que vous acceptez Il y a l'idée? encore des opposants. Ça, c'est bon. Ça mérite des applaudissements, ça, mesdames et messieurs. Voilà. Merci pour l'assertion. Oui, alors, est-ce qu'on peut le dire, parce que bien évidemment, vous avez compris ma question. Aujourd'hui, il y a un vent qui n'est pas un vent très bon dans notre pays, avec un ralentissement dans certaines régions de moins 40% des permis de construire instruits. Il y a des régions, l'acte de construire. Il y a des régions qui sont... On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec nos amis d'Arkea et le patron de Trécobat, qui est un promoteur connu dans la région. Donnez-nous votre analyse sur cet état de fait, puisqu'on sait que les maires aujourd'hui ont encore la main sur les permis de construire. Oui, alors maire bâtisseur, oui, je revendique ce que vous avez dit. Hein, je crois qu'un des éléments clés de la transformation de cette ville, c'est l'arrivée de la première ligne de tramway en 2012. Après un premier échec dû à un référendum, mon prédécesseur, mais c'était un engagement électoral et à ma connaissance, les engagements électoraux sont faits pour être respectés, avait promis ce référendum qui a donné de mémoire un non massif à 80%. Moi, j'ai été élu en 2001 avec dans le programme la nécessité de faire cette première ligne de tramway. Voilà, on l'a fait. Je crois que ça a changé l'image de la ville, le transport bien entendu, mais aussi certains quartiers, dans lesquels, notamment des quartiers populaires, dans lesquels nous avons fait passer le tramway. Je pense notamment au quartier de l'Europe, de Pont-à-des-Aides, avec des destructions. La physionomie de la ville a-t-elle changé? Voilà, ça a changé. Et puis, j'avais promis, ça sera tenu, nous avons ce projet de deuxième ligne, cette fois-ci du nord au sud. La première, elle est d'est en ouest. Et je crois que ça modifie complètement, au-delà de la question du transport qui n'est pas négligeable, ça transforme complètement l'image qu'on peut avoir d'une ville. Il est l'heure de passer à notre virgule, notre chronique Parlons bien. Les clés de la ville, parlons bien. Et voilà, c'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Brest avec notre invité en plateau, c'est Malik Sider. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Dirigeant de Guy Hocquel Immobilier Brest, représentant de l'animation locale du fichier AMEPI, partage de mandat, avec qui on va faire un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Peut-être pour démarrer, 3 chiffres clés. Le premier, c'est 2200, comme 2200 €. Ça, c'est le prix moyen d'un appartement ancien à Brest. Deuxième chiffre clé, c'est 18%. Hausse de prix moyen sur un an enregistrée par la FNAIM à Brest. Et oui, la FNAIM qui classe Brest avec La Rochelle comme celle qui a le plus augmenté au niveau des prix en un an. Preuve du dynamisme du marché, de l'attractivité de la revanche, de ce qu'on a appelé les villes moyennes. Voilà. Mais est-ce que c'est pas inquiétant? On va l'évoquer avec vous. Et jusqu'où les prix peuvent comme ça monter. Et puis le troisième chiffre clé, c'est 45. Comme 45 jours, c'est le délai de vente moyen d'un appartement à Brest. Là aussi, ça va quand même relativement vite. Brest qui est souvent classé, très bien classé dans les palmarès des villes dynamiques. Alors, Malik Sider, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier à Brest, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville. En cette période particulière de crise sanitaire, d'abord, comment se porte le marché immobilier à Brest ? Écoutez, globalement, je pense qu'à travers ce qui a été dit juste avant sur l'histoire de Brest, je pense que je ne sais pas si on est victime de notre succès, monsieur le maire, mais en tout cas, c'est vrai que la ville est en mutation depuis maintenant plusieurs années.
Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, le grand changement que j'ai pu constater, c'est vrai, ce tramway qui a été mis en place, où on sent en fait que toute l'histoire en fait s'est construite et s'est structurée avec des projets ambitieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments en fait qui explique qu'aujourd'hui, voilà, la ville attire. Quelle réussite ce tramway! Moi, j'ai regardé, c'est magnifique. Ouais. Super. Oui. Les liaisons sont faciles et donc forcément c'est des éléments qui aujourd'hui, vu de l'extérieur, eh bien ont redoré le blason de la ville parce que c'est l'un des éléments, c'est un des éléments moteurs, mais c'est pas le seul. Qu'est-ce qui a fait vraiment, en tout cas l'an dernier, il y a eu cette appétence pour Brest au niveau de l'immobilier et une hausse aussi importante. Que c'est un rattrapage, est-ce que c'est un... Oui, alors c'est vrai que la hausse, elle est assez... Est-ce que le Covid a accéléré peut-être Oui, alors c'est sûr que le Covid, je pense qu'il y a plein de choses. Le premier point, à mon sens, c'est effectivement un effet de rattrapage. Il faut voir que Brest, il y a 2015, on était quand même sur des prix qui étaient quand même en décrochage par rapport à d'autres villes de Bretagne. Vous aviez en fait à l'époque 1 800 € par mètre carré à peu près en 2015, on avait des prix de vente... décrochage, vous pouvez nous donner le nom de la ville en rapport? Non, mais enfin, il suffit juste de prendre la côte atlantique, vous partez sur le Morbihan en montant un petit peu, et c'est vrai qu'il y avait une petite coupure où on était en fait en retrait par rapport aux autres villes, et ces retraits étaient à mon sens injustifiés, puisqu'en 2015, on avait des prix qui étaient en moyenne aux alentours des 1300 € du mètre carré pour des logements en centre-ville sur de l'ancien, quand aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on est plutôt sur 2200 €. Donc c'est vrai que c'est une augmentation en fait significative, mais je pense que la cause, elle est liée au rattrapage. Elle est liée aussi au Covid qui fait qu'on a eu un afflux en fait d'une population extérieure au Finistère et qui, parce qu'on a une qualité de vie, il faut le dire, moi je suis natif de la région pornicaise, mais Brest pour moi est ma ville de cœur. J'y suis en fait arrivé en 99 et je trouve que c'est une ville, quand on y vient, on voit en fait ces bâtiments un peu austères sur lesquels on a des teintes d'enduit, mais c'est une ville en fait sur lesquelles il y a le parler vrai. On a quand même en fait, je pense, des Brestois qui savent être accueillants, sur lesquels on a une côte qui est plutôt en fait assez exceptionnelle. Donc je pense que voilà, tous ces paramètres fait que sincèrement, si vous allez vous balader sur la ville, alors il y a des aménagements qui ont été faits, je pense par exemple sur le maire au jardin des explorateurs sur le quartier de la rive droite, vous avez des vues en fait qui sont sensationnelles. Donc il faut y aller pour voir tout ça. D'où venait cet afflux et quel type de bien t'es demandé? En tout cas déjà l'année dernière. Alors, les types de biens aujourd'hui, globalement, en fait, on a deux types de clientèle qui ont un peu boosté ces chiffres. Le premier, c'est effectivement les acquisitions en résidence principale, qu'on soit sur du primo-accédant ou du secondo, ça c'est évident. Le deuxième, c'est qu'on a aussi vu un effet d'une clientèle d'investisseurs assez importante, à la fois en fait locale, mais aussi en fait extérieure. Alors extérieur, je pense en fait à la Bretagne. On a régulièrement des Rennais, des Nantais qui viennent en fait investir sur Brest, mais on a aussi une clientèle francilienne qui, à travers les taux de rentabilité et le fait, c'est de l'investissement locatif. Exactement. D'accord. Oui. Ok. C'est essentiellement de l'investissement locatif. Mais quand vous prenez l'investissement locatif, est-ce qu'on peut déterminer le pourcentage d'investissement qui est fait par exemple sur les résidences gérées, comme les résidences étudiantes, et on voit bien qu'il y a un manque là-dessus, ou plutôt des investissements dans le diffus, ce qu'on appelle le diffus. Vous le savez, puisque vous avez un très gros cabinet d'administration de biens. Oui. C'est quoi? C'est un équilibre? C'est plutôt quoi? Quand les investisseurs, ils achètent plutôt des petites surfaces pour les étudiants? Alors, aujourd'hui, en fait, vous avez les deux. C'est-à-dire que vous avez en fait des acquisitions en diffus sur lesquelles, en fait, on va acheter un appartement 50, 80, 100 000 €, on va mettre son locataire et puis ça va ronronner tranquillement. Dans la mesure où, comme vous le disiez, la demande est forte et elle est constante, l'investisseur, il est rassuré dans la mesure où il est prêt à investir s'il est sûr d'avoir un locataire. À travers les chiffres qu'on a énumérés juste avant, 30 000 étudiants. Donc, il n'y a pas de problème de vacances? Non. En fait, Brest, la demande en location est forte. La demande est très forte à tel point qu'on a ressorti quelques chiffres. Aujourd'hui, la vacance, d'un point de vue statistique, c'est 6%. Au plan national, c'est 8%. 6% à Brest, 8% national. Quand on regarde en fait sur les portefeuilles des professionnels présents sur la MEPI, on en parlait dernièrement, on a en fait un stock qui est quasi nul, qui est plutôt un stock dit vacances techniques que vacances commerciales. Oui, quand vous dites vacances techniques, c'est rénovation, travaux... Rénovation, travaux, ou alors effectivement, vous pouvez avoir des logements qui peuvent être en période de préavis et qui sont présentés à la commercialisation. Miser sur la pierre et l'investissement. Alors justement, on va compléter. Vous nous avez expliqué effectivement cette logique, taux de vacances, taux de rendement moyen sur la ville de Brest, quand on est par exemple sur du diffus, c'est-à-dire sur de l'ancien. Oui, alors le rendement locatif, globalement, on est entre 5 et 7% aujourd'hui sur les investissements qui sont réalisés. Moyenne haute, moyenne basse?
5%, on est plus sur une moyenne, on va dire 5 et 7, c'est vraiment la moyenne. Voilà, c'est à peu près les ratios qu'on arrive à réaliser. On ne fait pas rêver les investisseurs parce qu'ils vont nous écouter, ils vont être très nombreux. On a déjà des personnes qui l'ont sollicité. On en a beaucoup parlé, vous et moi d'ailleurs. On ne fait pas rêver les gens quand on leur dit si vous investissez à Brest, vous avez un taux de rendement global entre 5 et 7%. Parce que le taux national, si vous voulez, en taux de rentabilité, vous le savez, net, il est quand même net, une fois qu'on a payé les impôts, il est inférieur à 3 points en moyenne. Donc là, on serait quand même plutôt pas mal. Oui, on serait très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, quand on arrive à avoir 5 à 7% de rendement sur de l'ancien, avec travaux, et in fine aussi des avantages fiscaux, puisque quand vous êtes sur de l'ancien, vous êtes aussi éligible au déficit foncier. Ça peut être du de Normandie. Donc ça marche de Normandie dans l'ancien, parenthèse. Monsieur le maire, vous avez des stats sur le de Normandie, le dispositif? Je ne les ai pas en tête. Mais est-ce que c'est surtout le Pinel dont on a réussi à sauver la présence sur Brest. Le Pinel est fort, d'accord. Voilà, d'ailleurs, la loi... Ça a été un long combat mené avec les services de l'État parce que nous étions en dehors du secteur Pinel. Et oui, les problèmes de zonage, vous avez parlé des problèmes de zonage dont on espère la disparition. À un moment donné, peut-être falloir... C'est demandé notamment par des maires emblématiques. Alors justement, Malik, vous avez évoqué le taux de rendement, vous avez évoqué la vacance locative. Il faut être très clair, il y a une demande de logement très forte sur Brest. Est-ce que les valeurs locatives ont augmenté ? Et quelle est la moyenne des valeurs locatives? Est-ce qu'on peut situer, ne nous donnez pas toute la ville, mais quels sont les quartiers, on va dire les plus choisis, les plus choyés, et quels sont ensuite les quartiers émergents sur lesquels il faudrait miser? Oui, sur les valeurs locatives, en fait, un petit complément aussi à faire, parce que dans la location, vous avez la location en vide et la location meublée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la location meublée, globalement, on a à peu près un logement sur 10 est loué en meublé sur Brest. Ça a augmenté à peu près de 3-4% en fait par rapport à l'année précédente. Sur les loyers en fait au mètre carré, sur un appartement, vous allez être à peu près le prix au mètre carré, on est à 9 euros. 9 euros le mètre carré, 8,60 € précisément. 9 euros du mètre carré. Concernant... Ça fait rêver les Parisiens. Oui. Alors, 9 euros, on est sur un prix médian. Si je prends par exemple un studio, je vais être effectivement plutôt sur la base des 13 euros, vous voyez. Ok, mais ça peut monter au max, dans le top du top, c'est quoi? Donc aujourd'hui, le top du top, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des appartements qui aujourd'hui sont entre 700, 800, 900 euros. Ça va dépendre effectivement de la typologie, de son emplacement, de ses prestations, de sa vue, pas vue. Entre 11 et 15 euros du mètre au max, quoi. Globalement, oui. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que le loyer médian en euros, c'est 450 euros. Voilà. D'accord. Alors, les quartiers émergents, quels sont-ils? Alors, les quartiers émergents... Pardonnez-moi, mais le montant des surfaces, c'est des surfaces de quoi? Surface, on va être sur des surfaces à peu près de l'ordre de 55-60 mètres carrés sur un loyer médian. Donc, quand on prend en fait, quand on prend les maisons, alors c'est vrai qu'aujourd'hui le ratio appartement-maison, il est de l'ordre de 80-20, donc 80% de logements collectifs sur Brest et 20% de maisons individuelles. Tout à fait. Sur Brest intramuros. La ville. D'accord, la ville. Ouais, ok. Est-ce qu'on a les chiffres sur l'agglo, sur les 8 communes? Alors, sur l'agglomération, ce qu'on sait, c'est que, je ne les ai pas en fait aussi précisément, mais ce qu'on sait, c'est que la tendance, l'aile est inversée, comme disait monsieur le maire. Vous voyez le ratio, on est sur 2 tiers, 1 tiers. Et là, à l'inverse, en fait, quand on est sur les métropoles, on passe de l'autre côté. Pour répondre à votre question, les quartiers, mais avant, en fait, juste pour mettre en comparaison, sur une maison, loyer médian, 750 €. Ce qui reste quand même très, très abordable pour un prix au mètre carré où on va être plutôt aux alentours des 8 €. Donc les quartiers émergents, si demain... pour ceux qui ne connaissent pas du tout Brest. Qui souhaiteraient investir à Brest. Bon, déjà, il ne faut pas qu'ils se posent 36 000 questions, c'est Brest et Brest. Ce qui est intéressant sur les quartiers, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la rive droite et la rive gauche. C'est vrai qu'à mon sens, aujourd'hui, la rive gauche, on sait que les quartiers les plus plébiscités, ça va être le fameux Triangle d'Or, Saint-Marc, le boulevard Gambetta, des logements en fait assez bourgeois où vous avez des vues. Enfin, ça reste des valeurs sûres aujourd'hui sur lesquelles les prix sont quand même nettement supérieurs des prix moyens que vous avez cités tout à l'heure, puisque vous aviez pris en fait 2200 €. Mais quand on est sur ces secteurs-ci, aujourd'hui, on est plutôt sur des prix entre 3 et 4 000 €. Ah, quand même. Oui. Et on va même parfois un peu au-delà dès l'instant où vous avez les prestations qui s'imposent et la vue. Il est temps de passer à notre chronique Parlons Territoire avec nos amis d'Arkea Banque. On va parler de promotion immobilière, d'immobilier neuf. C'est tout de suite et c'est après ça. Les clés de la ville. Parlons Territoire avec Arkea Banque.
Parlons territoire. On va parler de construction d'immobilier neuf avec des promoteurs emblématiques. Mais tout à l'heure, je voulais aussi, j'ai omis dans l'équipe qui a monté notre plateau, j'ai omis notre ami Rémi de Sagazan qui est à la manœuvre. Merci Rémi d'être avec nous. Et aussi un mot pour Laurent Jaffresse, metteur en scène, qui a participé au reportage. Et nous avons ici en présence le professeur Daniel Couedy qui est avec nous. Merci professeur d'être avec nous. Vous nous avez beaucoup éclairé. Vous êtes une véritable encyclopédie vivante de la ville de Brest. Merci d'être parmi nous. Je voulais le dire. Voilà, c'est fait. Place à vous, Olivier Marin. Eh bien, du logement maintenant neuf, du logement neuf, de la maison neuve. On va en parler avec Alban Boyer. Bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Trécobat pour la rubrique Arkea Parlons Territoire. Trécobat, constructeur de maisons individuelles depuis 50 ans. Bravo. Exactement. Alors, tiens, l'Institut IFOP livrait la semaine dernière une enquête très intéressante avec la FNAIM sur les jeunes et le logement. Les étudiants, les jeunes actifs, ils ont interrogé les 18-30 ans. 7 jeunes sur 10 ont un rêve, devenir propriétaire d'une maison proche de la nature. Vous qui êtes à la tête de Trécobat, est-ce que vous rendez les jeunes ménages brestois heureux ? C'est notre vocation, puisque on écrit le projet d'une vie, souvent pour des jeunes couples qui veulent faire leur nid. J'ai vu cette étude également, effectivement, et d'autres études ont été produites à l'automne. C'est un sujet assez rassurant pour nous, je trouve. Là où on disait que les jeunes ne voulaient plus être propriétaires, voulaient être locataires, ne voulaient plus acheter leur voiture, ne voulaient plus avoir de voiture. Enfin bref, que les modes de vie étaient en totale révolution. On revient quand même au travers de ça à des sujets très fondamentaux, qui est l'acte de propriété, qui est le bien et la façon dont on veut vivre. Et cette jeune génération dont on se posait beaucoup d'interrogations, eh bien on voit que effectivement ils ont un fort credo dans la maison individuelle et que l'environnement de vie est un sujet important pour eux. Et est-ce que depuis la crise sanitaire, vous sentez un engouement, une accélération autour justement de la maison ? Si je disais l'inverse, sincèrement, il y a un truc qu'on aurait loupé. Je n'ai jamais connu cette période. Elle est incroyable, mais je dirais incroyablement soutenue, très forte, pour 3 raisons. C'est que effectivement, l'effet des confinements a fait reposer beaucoup de questions à un certain nombre de Français sur comment je vis dans ce cocon. Certains modes de vie, certains étaient très nomades et finalement le logement n'était pas un sujet important. Et puis je passe mes week-ends dans une capitale européenne et finalement c'est ça qui m'importe. On peut beaucoup moins voyager aujourd'hui, on sait un retour aux sources et au logement, et effectivement on se réinterroge beaucoup sur ce sujet. Donc la maison individuelle et la demande, c'est simple, je crois qu'on n'a jamais connu une demande aussi soutenue que ça, avec cette volonté de changer de logement, avec l'afflux de population sur l'arc atlantique également. Et puis il y a une petite notion qui émerge de plus en plus chez nous également, qui est la notion de migrants climatiques, que l'on voit de plus en plus arriver chez nous aussi, et qu'il ne faut pas mésestimer. Alors, Trécobat, 50 ans, vous pouvez nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Et vous êtes d'ailleurs le 4e, me semble-t-il, 4e promoteur, constructeur français, promoteur dédié à la revitalisation des centres, notamment. Oui, on est donc 4e constructeur français de maisons individuelles. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. On fait à peu près 1500 maisons par an sur l'arc atlantique et l'ouest de la région parisienne. Donc on a une bonne lecture des territoires, mais nos racines sont ici, dans les Abers, au nord de Brest. Brest, pour nous, c'est vraiment la capitale. Et puis, on est à l'analyse pour nos bureaux. On est également, effectivement, on intervient de plus en plus parce que les choses évoluent. La loi climat et résilience nous oblige aussi à bouger les lignes et cette loi était nécessaire, même si elle a de temps en temps quelques côtés extrémistes parfois sur les sujets dont on pourra reparler. Mais pour autant, effectivement, beaucoup d'élus de petites communes aujourd'hui, face à cet afflux de population, ont des besoins, attendent des réponses, et c'est là où effectivement nous intervenons dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs à travers de notre structure que nous avons créée qui s'appelle Aménatis. Et dans le cadre aussi du plan Action Cœur de Ville qui avait été initié par Jacques Mézard, dont il faut rendre grâce aussi, repris ensuite par Julien Denormandie et enfin par Emmanuel Vargon. Pourquoi les Français ont plébiscité Brest pour l'immobilier neuf ? Parce qu'on voit, plus 18%, ça reste accessible. Mais alors, 3 000, 3 500 euros le mètre carré. Comment aujourd'hui, puisque voilà, on a la chance d'avoir un maire qui bâtit, un maire qui loge les habitants, qui a une vraie vision pour sa ville, qui l'a littéralement transformée depuis 20 ans. Le promoteur que vous êtes, que vous connaissez, vous avez les mêmes chiffres que moi.
Vous savez qu'aujourd'hui, on est plutôt en berne dans la promotion en France, c'est Absolument. le moins qu'on puisse dire. On va reparler de la politique du logement qui est totalement absente du débat public, notamment sur le discours des candidats à la Absolument. présidentielle. C'est quand même un drame absolu, c'est même un fléau. Et là, pour le coup, on peut monter le ton, faut être très clair. Je suis tout à fait d'accord. C'est la pierre angulaire du truc, c'est un besoin maslonien, c'est presque un besoin, c'est un besoin évident. Et c'est tellement évident d'ailleurs qu'on se demande comment c'est possible que nous ayons des politiques qui aient ce genre de pensée. Donnez-nous votre avis du point de vue à la fois du promoteur par la dimension nationale que vous avez et la chance que vous avez d'être à Brest, parce que là, du coup, vous avez un maire réceptif. Hein. Oui, alors il y a plusieurs marqueurs quand on dit ça, et effectivement, je pense qu'ici, on a un terreau extrêmement fertile pour la promotion immobilière. On rappelait, et on a parlé tout à l'heure, et Malik le disait, dans l'immobilier ancien, il y a encore peu de temps, on était à 1200, 1300 euros du mètre carré dans l'ancien. Pour un promoteur qui construit dans le neuf, c'était un vrai problème. Et je rappelle d'ailleurs que dans le cadre de la ville, pour en avoir largement discuté, il n'y avait pas un promoteur qui mettait les pieds à Brest, puisqu'il ne trouvait pas un point d'équilibre dans sa séparation pour trouver des clients. C'était pas possible. Ça n'était pas possible. Donc, même si effectivement l'évolution des prix est une contrainte sur le marché de la ville de Brest, j'ai envie de dire que c'est une excellente nouvelle pour le renouvellement urbain. Évidemment. On va parler maintenant d'un sujet qui est très important. On va vous demander votre avis, parce que vos avis comptent. C'est notre prochaine chronique. Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System. Vos avis comptent avec nos partenaires d'Opinion System, leader français des avis vérifiés. Les avis, c'est hyper important. Je vous dis juste une chose. À une époque, quand on allait au resto, on allait sur les sites internet pour savoir, vous savez, les avis Google, etc. Pour dépenser 50 euros, 20 euros, 30 euros, on allait sur les avis. Il y en avait beaucoup. Eh bien, ça n'existait pas, monsieur le maire, pour l'immobilier, où on dépensait 300, 400 000, 500 000. L'achat d'une vie, il n'y avait pas d'avis, c'est incroyable. Et c'est venu bien après. D'ailleurs, l'innovation a été faite et construite par Opinion System, avec un président emblématique qui s'appelle Jean-David Lépineux, qu'on salue, et sa directrice générale Samantha Dominguez, qui ont développé ça. Et on voit très clairement que ça a une incidence très forte dans les avis clients. Tout d'abord, en tant que professionnel que vous êtes, je vais vous demander un petit ressenti sur ce que vous avez entendu là pour l'émission. J'ai entendu des choses vraiment très intéressantes. Bon, je félicite la qualité des intervenants, que ce soit monsieur le maire, mais également mes deux collègues. Dans l'immobilier, c'est vrai, ici sur Brest, le marché est en pleine mutation, mais vraiment mutation. Mais je pense que c'est l'acquéreur qui est également en mutation. Pas simplement le Brestois, mais également l'acquéreur qui vient d'un petit peu plus loin. L'analyse du fait qu'il y ait des investisseurs, des nouveaux investisseurs qui arrivent sur Brest, c'est exact. L'investisseur brestois était un investisseur, comme disait Malik tout à l'heure, avec un petit budget, 100 000, 150 000. On assiste depuis quelque temps à des investisseurs qui viennent de beaucoup plus loin. C'est des Parisiens, mais c'est également des investisseurs qui viennent de l'étranger. L'article de Forbes aux États-Unis nous a envoyé des investisseurs américains. Je vais faire pâlir un de mes collègues. J'ai un immeuble d'Américain qui va. J'ai un immeuble d'Américain qui va avec Denver. Alors, quelles sont vos relations avec Denver? Tiens, c'est étonnant, ça, non? Oui, parce que généralement nos villes jumelles sont plutôt des villes portuaires. Comme chacun, même si les Français sont mauvais en géographie, chacun saura que Denver n'est pas une ville portuaire. Mais ça résulte de la démolition de Brest lors du second conflit mondial, essentiellement d'ailleurs par des bombardiers américains, mais c'était pour la bonne cause. Et le jumelage s'est fait dans ce cadre-là. D'accord. Ouais, tout à fait. On a d'excellentes relations. Le maire de Danner est venu il y a 2 ans ici, Monsieur Hancock. Et voilà, on a des relations fidèles. Donc Thierry, Forbes, mais c'était également des investisseurs qui venaient j'ai des investisseurs qui viennent des pays asiatiques. Avec une caractéristique, oui. Ils achètent toujours des jolis produits, mais ce sont tous des gens qui ont des origines brestoises. Le Brestois revient toujours, mais vous savez que le Brestois a vaqué et va dans les 4 coins du monde, mais le Brestois revient toujours à Brest. C'est un pied-à-terre pour eux ou ils le mettent en location, le bien? On va revenir pour notre retraite, on s'offrira un bel appartement, une jolie maison avec vue mer, et on fera encore plus flamber les prix à Brest, mais on aura notre source de revenus qui sera sur Brest. Alors, le focus, on va dire la gestion, et encore plus pour des villes émergentes, quand je dis émergentes, pardonnez-moi, qui aujourd'hui sont dans le ranking
bling, ça fait très ça fait Dans très la lumière. ça fait très Ouais. voilà, non mais ça fait très digital, mais effectivement dans les premières recherches faites sur internet, c'est incroyable. Quand j'ai dit sur la région, c'est 41% et Brest aujourd'hui, c'est la ville une des villes les plus plébiscitées. Du coup la gestion de la relation client Alors, est importante, la fidélisation et surtout les avis. Dites-nous comment ça se passe les avis, concrètement. le client a énormément changé. Le client a besoin d'être rassuré, sur la qualité de l'intervenant. Et c'est vrai que Opinion Système, pour ça, est certainement le numéro 1. Ce sont des avis qui sont certifiés. C'est pas des faux avis Google ou j'en passe. Voilà. Vous avez raison Thierry de le dire parce que attention, c'est facile de déposer un avis complètement bidon, on peut le dire. Il y en a beaucoup. Il faut juste rappeler qu'avec la plateforme d'Opinion System, tout est vérifié. Hein. Exactement. On est régulièrement vérifié. Nous interrogeons la totalité de nos clients. On est satisfait avec nos 85%. Vous allez dire, bon, il y a 15% de mécontents. Mais il n'existe pas des gens qui sont à 100% contents. Ça n'existe pas. Entre nous, avoir 100% de satisfait. Ça n'existe pas. Ça existe pas. C'est là que ça devient douteux. C'est un score. On appelle ça un score, soit un score africain, soit un score coréen, soit un score bananier. Vous voyez, Et vous avez un client très content, peut vous mettre 7 sur 10 ou 8 sur 10. Et pour lui, c'est excellent. La perfection n'existe pas. Mais d'ailleurs, c'est vachement plus crédible auprès d'un client. Donc ça, c'est très très important. Et aujourd'hui, on se sert de ces avis-là, d'ailleurs. C'est ce qui nous... Auparavant, c'était la recommandation. Je vous citerai une petite anecdote. Alors, j'ai lu cette anecdote, c'était il y a 2 ans de ça, où on avait 6 ventes qui s'emboîtaient les unes derrière les autres. Et à chaque fois, c'était de la recommandation. D'ailleurs, depuis, il y a eu c'était il y a déjà quelques années, j'ai déjà un des produits qui est revenu à la vente. Donc les gens sont fidèles, mais sont fidèles à condition il faut que l'humain soit au cœur du projet. Et aujourd'hui, l'agent immobilier a beaucoup changé car il s'occupe de l'humain. On n'est pas en train de vendre des produits, on est en train de tout faire pour le satisfaire, lui proposer le bon produit. C'est la maîtrise des usages. Exactement. Alors justement, à combien vous estimez la part de la recommandation dans l'arrivée de nouveaux clients? On prend le cas, vous êtes patron de l'agence Stéphane Plaza. Est-ce que, quand il y a sur 10... Il y en a combien qui viennent grâce à la reco? Je pense que tous ont consulté un avis et une recommandation. Ils sont plus ou moins motivés par ça, mais tout le monde est sensible à ça. D'ailleurs, quand on voit les professionnels, tout le monde développe ce principe d'avis. C'est très, très... Enfin, c'est primordial, j'estime. C'est vraiment primordial. Et on va parler, pour la conclusion, d'un sujet important qui vous tient aussi à cœur, monsieur le maire, c'est la rénovation énergétique, qui est un vrai chantier. C'est tout de suite. Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro. Je vais vous faire une confidence, les amis. Monsieur le maire, je suis un grand pêcheur devant l'Éternel. Très bien. Et j'adore pêcher dans ce coin. Voilà. Et donc, alors je pêche un peu plus bas, mais quand je vois ces spots de pêche que vous avez, si vous voulez bien, je vais revenir et je vais pêcher. On pêche quoi d'ailleurs en quoi? Il y a du bar, il y a de la sole. Dans la rade. Oui, dans la rade. Il y a du poisson, oui. Oui. Et puis il y a la coquille Saint-Jacques, mais là il faut être outillé pour le. Ah oui, d'accord. Et je ne vous parlerai pas des ormeaux qui sont chose extraordinaire. Ça nous donne pêche à pied, par contre. Ça nous donne très faim parce qu'on mange très bien aussi à Brest. On va parler d'un sujet qui vous touche aussi particulièrement, monsieur le maire, c'est la rénovation énergétique. La loi climat et résilience adoptée le 21 août 2021 a donné un axe très très clair, bien évidemment. On est sur la rénovation énergétique, on appelle la RE 2020, donc la réglementation environnementale. On a remplacé le T par le E. On a fixé un cadre légal sur la location. Les lettres F et G vont être retirées du marché. La question, c'est où en est la ville de Brest sur la rénovation énergétique? Est-ce que c'est un bon candidat, une bonne ville? Eh bien, bonjour Sylvain, et vous allez à la pêche aux informations, je vois également. Eh bien, la société Hiro a toutes ces données, parce que c'est vraiment un concentré Hiro de technologies, de personnes expertes au service de la rénovation énergétique. Et il en ressort, avec 2000 visiteurs par jour, ils sont extrêmement bien renseignés. Je précise que sur Hiro, il y a encore un nouveau service depuis le mois de décembre, c'est tout récent,
un particulier peut gérer son dossier en ligne en totale autonomie, jusqu'à l'obtention des primes. Et ça marche bien. Ça permet un gain de temps énorme. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, Sylvain, eh bien, si on regarde en termes de DPE, il y a près de 24 000 DPE qui ont été réalisés depuis 2011. Pour les appartements anciens, le profil des DPE est assez classique, avec une majorité de D suivie de E et de C, plus de 12% de passoires énergétiques, les F et les G. La moyenne en Bretagne est de 9 à 12% dans le Finistère, pour rappel. Alors pour les maisons dans l'ancien, c'est assez similaire, environ 10% de passoires énergétiques. Dans la métropole, nous observons, Hiro observe des communes comme Guesnou et Plougastel. Oh pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'accent breton. Je n'ai pas encore l'accent, merci monsieur le maire. Et Plougastel, plus énergivore, avec une majorité de classe E. À contrario, Plouzané ressort proportionnellement avec davantage de logements en A, B et C. Monsieur le maire, la rénovation énergétique, c'est un sujet. On voit bien que on peut même dire que c'est le chantier du siècle. D'ailleurs, certains analystes économistes disent que c'est 100 milliards d'investissements en France pour la rénovation totale du parc. Juste le chiffre, les dates, 2023, 2025 et 2034, on va retirer les lettres F, G et peut-être E du marché. Ça représente 7 millions de logements sur les volumes total, alors qu'on peine à construire et on peine à loger. Est-ce qu'on n'est pas en train, monsieur le maire, de se préparer à un choc systémique d'accès au marché locatif? Comment, vous, de votre point de vue, vous abordez ce vaste chantier de rénovation énergétique? Alors, je dirais que Brest n'a pas attendu la loi climat et résilience pour se pencher sur cette question. 2-3 éléments d'éclairage. Nous avons par exemple une agence qui dépend de Brest Métropole, qui s'appelle Énergence, qui fait des études, qui fait des conseils pour les particuliers, dans une ville qui, vous le savez, qui est reconstruite, donc avec des passoires énergétiques qui sont très fortes. Tout le bâtiment qui a été construit dans les années 50-60, à l'époque, on ne se préoccupait pas personne ne se préoccupait, mais il fallait aller très vite dans la construction pour loger. C'était ça l'urgence. C'était la priorité des priorités. Mais c'est vrai aussi pour les bâtiments publics. Alors nous avons créé une société publique locale qui s'appelle SPL BMA, Brest Métropole Aménagement, dont c'est la spécialité, qui intervient sur la mise aux normes énergétiques de nos bâtiments et notamment de nos écoles. Il y a un plan global qui est fait et qui fonctionne pas simplement sur la ville et sur les communes de la métropole, mais on va maintenant au-delà. Certaines communes du Pays de Brest ont adhéré à cette société spécialisée. Et puis enfin, je dirais que depuis maintenant 30 ans, nous avons un réseau de chauffage urbain qui est exceptionnel ici à Brest. Les Brestoises et les Brestois savent que lorsqu'ils mettent leurs déchets ménagers dans la poubelle, il y a une usine d'incinération, mais qui chauffe une grande partie de notre agglomération. Il y a une chose que j'ai bien aimée, et je voudrais qu'on finisse là-dessus, parce qu'on a dit qu'on dirait un mot. On évoquait tout à l'heure, et c'est vraiment un sujet, l'absence totale de la politique de logement dans le débat public, notamment vis-à-vis des présidentielles. Avec le recul et l'habitude que vous avez, vous êtes un élu qui avait une grande expérience, est-ce que ça vous désole ? Oui, mais enfin, on est pour l'instant qu'au début de cette campagne. Lorsque les candidats auront leurs 500 signatures, on va rentrer, je dirais, dans le dur du sujet, dans le vif du sujet, et dans les dossiers de fond, et le dossier du logement en fait partie. C'est pas le seul, mais ce dossier, qui souvent est ignoré, en fait partie. Eh bien, on sera le 17 février, on sera à Marseille. Au mois de mars, on sera à Bordeaux. Bayonne le 21 avril, Nancy le 19 mai, Clermont-Ferrand le 16 juin, Enghien-les-Bains le 7 juillet. Voilà, un sacré programme. Eh ben voilà, on est très heureux. Il vous reste à vous dire, venez à Brest. Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, entreprises et institutionnelles, Hero et Opinion System.